L'année était 1996. À Blanzy, une petite ville historique de Bourgogne, connue pour ses ruelles médiévales sinueuses et l'imposante cathédrale gothique qui dominait l'horizon, un climat de tranquillité presque intouchable régnait dans l'air. Mais cette paix idyllique était sur le point d'être brutalement brisée. Dans la rue des Fleurs, un nom qui évoquait la douceur et la beauté, la vie de Christelle Blétry, une jeune professeure d'art plastique de seulement 22 ans, originaire de Lyon, allait être interrompue de manière choquante et inexplicable. Christelle, avec son talent prometteur et son esprit vibrant, était une figure appréciée à Blanzy. En cette nuit d'automne, l'atmosphère froide et humide semblait présager la tragédie. Ce fut une voisine, Madame Dubois, qui, préoccupée par l'absence de lumière et la porte entr'ouverte, décida de vérifier l'appartement de Christelle. Ce qu'elle trouva, entendit et sentit, la fit reculer d'horreur, le cri coincé dans la gorge. L'appel à la police fut un murmure désespéré, à peine audible, informant de l'affaire qui venait de se dérouler. Le détective Marcus Reed, un homme au visage las mais au regard perçant, fut le premier à arriver sur la scène de crime. La vision était désolante. Le corps de Christelle gisait sur le sol du salon, une scène de violence qui contrastait cruellement avec la délicatesse des tableaux inachevés dispersés dans l'atelier. Un vase en céramique, en morceaux, semblait être l'arme du crime, ses fragments éparpillés comme des pétales morts. Un tiroir était ouvert, suggérant un vol, mais, étrangement, rien de valeur ne semblait avoir été dérobé. Bijoux et argent étaient intacts, ajoutant une couche de mystère à cette affaire macabre. La docteure Sylvie Moreau, la médecin légiste, estima l'heure de la mort entre 19h et 22h, une période où la rue était déjà silencieuse, plongée dans l'obscurité de la nuit. L'équipe scientifique travailla sans relâche, collectant chaque infime détail, une empreinte de pas partielle, presque imperceptible sur le tapis du salon, et quelques fibres textiles accrochées aux vêtements de la victime, d'une couleur et d'une texture inhabituelles. Chaque élément de preuve était une promesse, un fil d'espoir pour élucider le crime. La vie de Christelle fut alors méticuleusement disséquée. Célibataire, avec une vie sociale active et un cercle d'amis dynamiques au sein de la communauté artistique locale, elle ne semblait pas avoir d'ennemis. Il y avait cependant une réussite récente qui provoquait une certaine jalousie parmi ses pairs. Une prestigieuse bourse d'études pour une académie d'art à Paris, un rêve qui était sur le point de se réaliser. L'envie. Des pistes mystérieuses commencèrent à émerger. Des récits d'appels anonymes, passés depuis une cabine téléphonique publique près de l'appartement de Christelle, dans les semaines précédant le crime, furent enregistrés. Le ton des appels était toujours le même, des murmures menaçants, des voix déformées. Les premiers suspects furent un ex-petit ami, dont l'alibi fut rapidement confirmé, et un élève insatisfait qui avait été recalé par Christelle, mais qui parvint également à prouver son innocence. L'enquête semblait tourner en rond, mais le détective Reed refusait de céder. Plus de 40 témoins furent interrogés, leurs dépositions remplissant des piles de rapports, mais la pièce maîtresse du puzzle restait cachée. C'est alors qu'un nom émergea avec plus d'insistance. Zane Parker, un voisin discret, qui était également l'élève de Christelle et, par coïncidence, avait été un candidat rejeté pour la même bourse d'études à Paris. Son ambition, dissimulée sous une façade de timidité, était connue de certains. Peu après le meurtre, Zane Parker disparut brusquement de Blanzy. Il prétendit avoir trouvé un nouvel emploi dans une autre ville. Mais des enquêtes ultérieures révélèrent que l'offre était frauduleuse, une façade pour couvrir sa fuite. Ce mensonge éhonté le plaça en tête de la liste des suspects de Reed. Cependant, l'équipe ne parvint pas à le lier directement au crime avec les preuves disponibles à l'époque. Parmi les découvertes tardives, un détail troublant fit surface. Un appel téléphonique, passé depuis l'appartement de Christelle après l'heure estimée de sa mort. Qui l'a passé ? Et à qui? Le numéro ne fut jamais tracé avec succès. Au fil des mois, les pistes s'épuisèrent. L'enthousiasme initial de l'enquête diminua.
6 mois après le meurtre brutal, malgré les efforts acharnés de Marcus Reed, l'affaire Christelle Blétry fut classée, devenant un autre cas non résolu, un cold case, dans la mémoire douloureuse de Blanzy. Même avec l'affaire classée, l'ombre de Christelle planait sur Blanzy. Sa meilleure amie, Sophie Delacroix, et le directeur de l'école d'art, Monsieur Dubois, brossaient le portrait d'une jeune femme talentueuse, pleine de vie, avec un avenir prometteur. Ils ne pouvaient accepter que son histoire se termine ainsi, sans justice. Marcus Reed, tourmenté par l'échec, continuait à revoir les dossiers pendant son temps libre, convaincu qu'il avait manqué quelque chose. Un détail minuscule, mais crucial. Malgré sa persévérance, la pression hiérarchique devint insoutenable. Les ressources furent réaffectées, et Reed fut contraint de mettre l'affaire de côté, sa frustration se transformant en un fardeau silencieux. Des analyses supplémentaires furent effectuées, y compris la graphologie des notes de menaces anonymes que Christelle avait reçues, mais les résultats furent non concluants, sans suspect clair à qui les comparer. Le mystère de Christelle Blétry semblait condamné à l'oubli. 28 ans s'étaient écoulés. L'affaire Christelle Blétry, un cold case qui hantait la mémoire collective de Blanzy, gisait poussiéreuse dans les archives de la gendarmerie. Mais la justice, parfois, a une patience obstinée, et la science, un pouvoir de résurrection. C'était en 2014, et une nouvelle initiative, baptisée Mémoire judiciaire, axée sur la révision des affaires non résolues, apporta une lueur d'espoir. C'est dans ce contexte que le détective Tristan Blackwood, un jeune enquêteur à l'esprit analytique et passionné par les énigmes insolubles, tomba sur le volumineux dossier de Christelle. Blackwood se plongea dans les détails avec la dévotion d'un historien. Chaque déposition, chaque photographie de la scène de crime, chaque rapport scientifique de Sylvie Moreau fut réexaminé sous un nouveau jour. Il réalisa que, bien que l'affaire ait été méticuleusement enquêtée à l'époque, les avancées technologiques des décennies suivantes pourraient être la clé pour percer le mystère. Les fibres textiles, celles-là même qui avaient été collectées sur le corps de Christelle en 1996, furent envoyées pour une nouvelle analyse ADN, chose impensable à l'époque de l'enquête initiale. Outre les fibres, Blackwood trouva d'autres indices qui avaient été sous-estimés ou impossibles à déchiffrer par le passé. Un petit bouton de chemise, trouvé sous un meuble, presque caché, et un agenda personnel de Christelle, avec des notes cryptiques et des dates soulignées, furent réexaminés. L'agenda révélait un schéma de rencontre, et plus intrigant encore, quelques annotations qui indiquaient un certain inconfort, un malaise, à l'égard d'un individu spécifique, sans toutefois le nommer directement. De nouveaux interrogatoires furent menés, non seulement avec les témoins originaux, mais avec des personnes qui, à l'époque, auraient pu hésiter à parler ou qui n'avaient pas été considérées comme pertinentes. Une ancienne collègue de Christelle, qui avait déménagé à Marseille, révéla dans une déposition par visioconférence que Christelle avait exprimé un profond malaise vis-à-vis de Zane Parker, le voisin et élève qui avait disparu. Il avait une fixation sur elle, dit la collègue, un regard qui la mettait mal à l'aise. Elle se souvint que Christelle avait mentionné que Parker avait fait des commentaires inappropriés au sujet de sa bourse d'études. Avec les nouvelles technologies à disposition, l'enquête prit un nouvel élan. L'ADN extrait des fibres textiles fut comparé aux bases de données criminelles. Mais initialement, il n'y eut aucune correspondance. Cependant, la reconstruction numérique de l'empreinte de pas partielle, autrefois une simple tache sur le tapis, révéla les caractéristiques uniques d'une chaussure spécifique, un modèle rare de bottes pour hommes, populaire dans les années 90. La combinaison de ces nouvelles informations commença à resserrer le cercle des suspects. Le nom de Zane Parker, celui qui avait disparu sans laisser de traces, redevint l'épicentre de l'attention de Blackwood. Une recherche exhaustive dans les registres d'état civil et financier révéla qu'après sa fuite de Blanzy, Parker avait adopté une nouvelle identité, un nom d'emprunt, Pascal Jardin. Il s'était établi à Toulouse, menant une vie discrète, travaillant comme bibliothécaire dans une petite médiathèque locale.
l'équipe de Blackwood organisa une opération de surveillance méticuleuse à Toulouse. Pendant des semaines, chaque mouvement de Pascal Jardin fut surveillé. La patience était une vertu dans la chasse à un cold case. L'occasion parfaite se présenta dans un café que Jardin fréquentait quotidiennement. Discrètement, une tasse de café qu'il venait d'utiliser fut collectée. L'ADN, désormais crucial, serait le pont entre le passé et le présent, entre la victime et son agresseur. L'analyse confirma l'identité. L'ADN de Pascal Jardin correspondait aux échantillons trouvés sur les fibres textiles du corps de Christelle Blétry. Le cold case de Blanzy était sur le point d'être rouvert, non pas comme un mystère, mais comme un crime, avec un visage. La tension était palpable lorsque le mandat d'arrêt fut émis. L'équipe de Blackwood s'approcha de la résidence de Pascal Jardin à Toulouse par un matin froid. L'arrestation fut spectaculaire, mais Jardin lui-même réagit avec un calme inquiétant, presque comme s'il attendait ce moment depuis 18 ans. « Je savais que ce jour viendrait », murmura-t-il, admettant connaître l'affaire de Christelle, mais niant toute implication au départ. L'interrogatoire était sur le point de commencer, et avec lui, l'espoir de découvrir enfin le véritable mobile derrière le meurtre de Christelle Blétry. La salle d'interrogatoire, un espace froid et stérile, était la scène de la confrontation finale. Blackwood et son équipe savaient que le calme initial de Jardin était une façade, une armure soigneusement construite au fil des ans pour cacher un esprit perturbé. Les premières heures furent un jeu du chat et de la souris. Jardin maintenant son déni, les yeux fuyants, mais sa posture trahissant parfois une nervosité latente. Le détective Blackwood, patient et d'une persévérance quasi obsessionnelle, présenta méthodiquement les preuves. L'ADN des fibres textiles, la reconstruction précise de l'empreinte de pas, les anciens témoignages le plaçant dans l'orbite de Christelle et, de manière cruciale, les notes de la victime elle-même sur son malaise croissant à son égard. La mention explicite de l'inconfort de Christelle sembla être la fissure dans l'armure de Jardin. Une petite fissure qui s'élargit sous la pression implacable de Blackwood. Sa voix, autrefois contrôlée et presque inexpressive, commença à faiblir, révélant la tension accumulée pendant près de 2 décennies. Il admit avoir eu une fascination pour Christelle, un engouement qui, dans son esprit tordu, il croyait être mutuel. Le refus de la bourse d'études, la même que Christelle avait obtenue et qui représentait son brillant avenir, fut un coup dévastateur pour son orgueil, mais la véritable blessure, avoua-t-il dans un murmure à peine audible, fut ce qu'il perçut comme le mépris de Christelle pour lui. Il sentait qu'elle le voyait comme inférieur, comme un élève maladroit et sans talent, et non comme l'artiste sensible et incompris qu'il croyait être. Les aveux vinrent par fragments douloureux, ponctués de longs silences et de soupirs lourds, comme si chaque mot était un fardeau d'années qui se libérait. Jardin expliqua que son obsession avait grandi au point de la suivre, de l'observer de loin dans les rues de Blanzy, et que les appels anonymes étaient une tentative désespérée de attirer son attention, de se rendre présent dans sa vie, même de manière menaçante. La nuit du crime, il était là, dans la rue des Fleurs, observant l'appartement de Christelle. Il la vit rentrer chez elle. Ce ne devait pas être un meurtre, insistait-il d'une voix étranglée par l'émotion et la culpabilité qui semblaient maintenant l'écraser. Ce devait être une conversation, une chance d'exprimer ses sentiments refoulés, de la confronter au sujet de la bourse et de ce qu'il interprétait comme sa froide indifférence. Il décrivit la dispute, l'escalade des émotions. Christelle, effrayée et clairement mal à l'aise avec sa présence dans son appartement, avait tenté de le faire sortir. C'est alors que le vase en céramique, ce même vase brisé trouvé sur la scène de crime, devint l'arme d'un acte impulsif de fureur aveugle, prétendit-il, non prémédité. Mais les preuves racontaient une histoire plus sombre, un conte de contrôle et de violence. Blackwood, sans céder, présenta les empreintes digitales de Jardin, non seulement sur les fragments du vase, mais aussi sur un tiroir à l'intérieur de l'appartement de Christelle, prouvant sa présence et son contact direct avec des objets qui suggéraient une fouille ou une tentative de manipulation de la scène.
L'histoire du vol était une fausse piste, une tentative maladroite et désespérée de détourner l'attention de la police. L'équipe de Blackwood avait fait une découverte supplémentaire, une pièce à conviction qui avait été oubliée ou sous-estimée dans l'enquête originale en raison des limitations technologiques de l'époque. Dans une archive municipale ancienne qui contenait des images de surveillance de caméras de sécurité de magasins de cette période, des caméras rudimentaires en noir et blanc de basse résolution, il y avait un court extrait. L'image montrait une silhouette, la nuit, courant précipitamment dans la rue adjacente à l'appartement de Christelle, environ 10 minutes après l'heure estimée de la mort. La qualité était exécrable. Un flou presque indéchiffrable, mais la reconstruction numérique avancée, combinée à l'analyse des caractéristiques corporelles et de la façon de courir, suggérait fortement qu'il s'agissait de Jardin. Plus crucial encore, les bottes que portait la silhouette correspondaient au modèle rare et distinctif identifié par la reconstruction de l'empreinte de pas partielle trouvée sur le tapis du salon de Christelle. Confronté à la vidéo, aussi indistincte soit-elle, et à la froideur irréfutable des empreintes digitales, Pascal Jardin s'effondra complètement. Le calme calculé laissa place à un profond désespoir, et les aveux partiels devinrent un aveu plus complet et dévastateur. Il ne s'était pas seulement disputé avec Christelle, il l'avait attaquée par jalousie et parce qu'il se sentait humilié par elle et par la vie. La bourse d'études était le catalyseur immédiat, mais la racine de son crime était son obsession maladive et son incapacité à accepter le rejet. Il avoua avoir maquillé la scène de vol pour tromper la police et avoir passé l'appel post-mortem depuis une cabine téléphonique pour tenter de se créer un faux alibi ou de dérouter davantage l'enquêteur. La vérité, brutale et crue, émergeait enfin des ombres de 18 ans. La révélation fut un choc pour l'équipe, mais aussi une validation d'années de travail, de persévérance inébranlable et de la conviction qu'aucune affaire n'est vraiment insoluble. Le cold case de Christelle Blétry, qui semblait condamné à l'oubli, avait maintenant un meurtrier avoué et des preuves irréfutables. La justice, bien que tardive, était en route. Le détective Blackwood ressentit un mélange de soulagement et de profonde tristesse. Soulagement de pouvoir enfin donner une réponse à la famille Blétry et tristesse pour la jeune vie interrompue si brutalement, un avenir volé par un esprit perturbé. L'interrogatoire se prolongea pendant des heures, détaillant chaque moment de cette nuit fatidique de 1996, comblant les lacunes d'un mystère qui hantait Blanzy depuis près de 2 décennies. L'histoire de Christelle était enfin racontée dans son intégralité, avec le coupable face à la loi, prêt à affronter les conséquences de ses actes. Les aveux de Pascal Jardin résonnèrent dans les couloirs de la gendarmerie, un écho sombre d'un crime commis 18 ans plus tôt. Avec la vérité enfin exposée, le processus judiciaire s'intensifia avec une célérité implacable. Jardin fut formellement mis en examen pour le meurtre de Christelle Blétry et la nouvelle de son arrestation et de ses aveux balaya Blanzy et Toulouse comme un choc électrique. Pour beaucoup, c'était la fin d'un cauchemar prolongé, mais pour la famille Blétry, c'était le début d'une nouvelle phase de douleur et d'espoir, la promesse que la justice, bien que tardive, était en chemin. Le ministère public, mené par la déterminée procureure Élodie Moreau, une figure connue pour sa ténacité dans les affaires complexes, commença à monter son dossier avec méticulosité. Le dossier contre Jardin était solide. L'ADN irréfutable, les empreintes digitales, la reconstruction de l'empreinte de pas, la vidéo de surveillance, les notes de la victime et, bien sûr, les propres aveux de l'accusé. La défense de Jardin, de son côté, tentait de plaider que l'acte avait été impulsif, un crime passionnel, sans préméditation, cherchant à atténuer la peine. Pour la famille de Christelle, en particulier sa sœur aînée, Isabelle Blétry, la révélation fut un mélange de soulagement et d'une douleur atroce. 18 ans d'incertitude avaient laissé des traces, et maintenant, confrontée aux détails brutaux du meurtre de sa petite sœur, Isabelle trouva la force de se préparer pour le procès qui approchait.
Elle devint la voix de Christelle, une défenseuse infatigable de sa mémoire et de la justice. En 2014, le tribunal de Dijon devint la scène du dénouement de l'affaire Christelle Blétry. La salle était comble, remplie de membres de la presse, de curieux et surtout de la famille de la victime, leurs visages marqués par l'attente. Le détective Tristan Blackwood, qui avait consacré des années de sa vie à rouvrir et à résoudre l'affaire, était présent, un témoignage silencieux de la persévérance. L'atmosphère était chargée, un mélange de tension et de l'attente solennelle que la vérité, dans sa plénitude, émerge enfin. Le ministère public commença sa présentation, tissant la toile complexe des preuves qui liaient Pascal Jardin au crime. L'ADN fut la première et la plus puissante des preuves, avec la docteure Sylvie Moreau détaillant l'analyse des fibres textiles. Ensuite, la reconstruction numérique de l'empreinte de pas fut exposée, montrant la singularité de la chaussure de Jardin. La vidéo de surveillance, aussi rudimentaire soit-elle, prit vie grâce à la technologie moderne, montrant la silhouette hâtive du suspect dans la rue adjacente à l'appartement de Christelle. Les notes de la victime sur son malaise croissant envers Jardin furent lues à voix haute, brossant un tableau de peur et d'inconfort qui précéda la tragédie. Mais la pièce, la plus dévastatrice du puzzle, provint d'une découverte faite lors de la perquisition de la résidence de Pascal Jardin à Toulouse. Cachés dans un vieux coffre, furent trouvés plusieurs journaux intimes, écrits au fil des ans, qui révélaient l'esprit perturbé de l'accusé. Les pages, remplies d'une écriture méticuleuse, détaillaient son obsession pour Christelle, ses sentiments d'envie et de rejet concernant la bourse d'études, et de manière plus alarmante, des fantasmes de contrôle et de punition. Il y avait des notes qui, bien qu'elles ne constituent pas un plan explicite de meurtre, montraient un schéma de pensée vengeresse et une fixation maladive qui s'intensifiait, culminant la nuit du crime. La procureure Moreau argua que ces journaux prouvaient non seulement l'obsession, mais une préméditation latente, un plan de vengeance qui bouillonnait sous la surface de sa façade calme. Le témoignage d'Isabelle Blétry fut l'un des moments les plus émouvants du procès. D'une voix étranglée mais ferme, elle décrivit Christelle, sa passion pour l'art, son sourire contagieux, ses rêves et le vide laissé par son absence. Elle avait un avenir si brillant, une vie devant elle, se lamenta Isabelle, les yeux embués mais fixés sur Jardin qui restait impassible. Elle parla du tourment de 18 ans, de l'espoir qui s'était presque évanoui et de la gratitude d'avoir enfin une réponse. La défense présenta l'argument que les journaux n'étaient que les épanchements d'un esprit perturbé, et non un plan concret. C'est alors que l'expertise psychiatrique entra en scène. Le docteur Henri Dubois, un psychiatre légiste de renom, présenta son évaluation de Pascal Jardin. Son diagnostic fut clair. Jardin présentait des traits marqués d'une personnalité narcissique, avec un profond sentiment de droit et une intolérance au rejet. Il décrivit la spirale de pensées obsessionnelles de Jardin, alimentée par l'envie et la perception que Christelle l'avait méprisé, ce qui a culminé en un acte de violence lorsque son ego a été blessé. Le docteur Dubois expliqua que, pour un narcissique, le rejet peut être perçu comme une menace existentielle, menant à des réactions extrêmes. La froideur de Jardin, sa capacité à vivre une vie normale pendant près de 2 décennies, était cohérente avec la déconnexion émotionnelle de son diagnostic. Le procès, maintenant à son apogée, était sur le point de rendre un verdict qui résonnerait à Blanzy et au-delà. Avec l'analyse psychiatrique du docteur Dubois résonnant dans la salle, la procureure Élodie Moreau se leva pour ses réquisitions finales, sa voix chargée d'une détermination inébranlable. Elle revisita chaque pièce du puzzle, tissant un récit cohérent et dévastateur. Elle commença par l'innocence et l'avenir prometteur de Christelle, brutalement fauchée dans la nuit fatale de 1996. Ensuite, elle présenta l'ADN, la preuve irréfutable qui, après 18 ans, a finalement donné un nom à l'assassin. Les empreintes digitales de Jardin sur le vase brisé et le tiroir de la victime, la reconstruction de l'empreinte de pas, la vidéo de surveillance, aussi granuleuse soit-elle, et les notes de Christelle sur son malaise croissant envers l'accusé, chaque preuve était un pilier soutenant l'accusation.
Moreau lut des extraits des journaux intimes de Pascal Jardin, soulignant la spirale d'envie, d'obsession et de fantasmes de contrôle qui a culminé dans la tragédie. Il ne s'agissait pas d'un acte impulsif, mesdames et messieurs du jury, déclara-t-elle, sa voix s'élevant. Ce fut l'apogée d'une obsession maladive, un plan de vengeance qui a germé dans l'esprit d'un homme qui ne pouvait supporter le rejet, qui voyait le succès de Christelle comme une offense personnelle. La froideur avec laquelle il a maquillé la scène de crime, la lâcheté de sa disparition et la façade qu'il a maintenue pendant près de 2 décennies, tout cela indique un crime prémédité, un acte de cruauté calculé. Elle conclut par un appel passionné à la justice, pour la mémoire de Christelle et pour la fin de l'angoisse de sa famille. La défense, à son tour, tenta de déconstruire le récit de l'accusation, cherchant à semer le doute et à humaniser l'accusé. L'avocat de Jardin argua que bien que son client ait avoué l'agression, l'intention de tuer n'était pas présente dès le départ. Pascal Jardin est un homme perturbé, oui, admit l'avocat, mais pas un monstre calculateur. Son esprit, fragilisé par le rejet et par une profonde insécurité, l'a conduit à un acte de désespoir, un crime passionnel sans préméditation, résultat d'un moment de colère et de frustration incontrôlable. Il tenta de dépeindre les journaux intimes comme de simples épanchements d'un esprit tourmenté et non comme un plan de meurtre. L'avocat demanda au jury de considérer l'état mental de Jardin, les circonstances de l'altercation et l'absence d'une intention claire de tuer avant la confrontation. Nous ne nions pas la responsabilité de M. Jardin dans la mort de Christelle Blétry, mais nous demandons que la justice soit appliquée en tenant dûment compte de la complexité de son esprit et des nuances de cette nuit tragique, conclut-il, dans un dernier effort pour atténuer la sentence. Après les plaidoiries finales, le juge s'adressa au jury, les instruisant sur les lois applicables à l'affaire et l'importance de considérer toutes les preuves présentées. Il souligna la nécessité de délibérer sur la base des faits et non des émotions, aussi compréhensibles soient-elles. La salle d'audience fut envahie par un silence tendu, tandis que le jury se retirait dans la salle des délibérations, emportant avec lui les témoignages, les preuves matérielles et le poids de 18 ans d'attente pour une réponse. À l'extérieur, la famille de Christelle s'étreignait, leur regard fixé sur la porte par laquelle le sort de Pascal Jardin et la paix de leur fille seraient décidés. La délibération s'étendit sur 2 jours. Dans la salle, les jurés examinèrent méticuleusement les preuves, les transcriptions des dépositions, les journaux intimes troublants de Jardin et les photos de la scène de crime. La gravité de l'affaire, la longue attente pour la justice et le portrait vivant de Christelle Blétry, une jeune femme pleine de vie, pesaient sur eux. Il y eut des discussions animées, des moments de silence pensif, et la tâche difficile de concilier les aveux de l'accusé avec l'interprétation de ses intentions. L'ADN était indéniable, les empreintes digitales irréfutables, et les journaux, même si la défense tentait de les minimiser, brossaient un sombre tableau d'une obsession qui s'était transformée en violence. La figure de Pascal Jardin, assis sur le banc des accusés avec son calme calculé, contrastait avec l'image de la jeune artiste, dont l'avenir a été volé. La question persistait. Était-ce un acte impulsif ou le point culminant d'une préméditation maladive? Le 3e jour de délibération, un mot fut passé au juge. Le jury était parvenu à un verdict. La nouvelle se répandit comme un feu de forêt dans les couloirs du tribunal, et la salle d'audience se remplit rapidement à nouveau. La famille de Christelle Blétry était au premier rang, les visages pâles, les mains jointes dans un geste de soutien mutuel. Le détective Blackwood était présent, la tension visible sur son visage, son esprit revoyant chaque détail de l'enquête qu'il avait rouverte. Pascal Jardin fut ramené dans la salle, son regard inexpressif, presque provocateur, fixé sur le juge. Le silence était absolu, rompu seulement par le son de la respiration des présents. Le président du jury se leva, la voix ferme, mais chargée de la solennité du moment. « Nous sommes parvenus à un verdict », annonça-t-il.
Dans l'affaire de l'accusation de meurtre de Christelle Blétry, nous considérons l'accusé, Pascal Jardin, coupable de meurtre avec préméditation. Le mot résonna dans la salle, brisant le lourd silence comme un coup de tonnerre. Un soupir collectif de soulagement et de douleur emplit l'air. La famille Blétry, en larmes, s'étreignit, leurs 18 ans d'angoisse, trouvant enfin un point final. Pascal Jardin resta impassible, son visage un masque de résignation ou d'indifférence, une façade finale pour le monde. Le juge, après un bref silence, prononça la sentence. Pascal Jardin fut condamné à 28 ans de prison, une peine qui, bien qu'elle ne puisse ramener Christelle, représentait la justice que sa famille avait implorée pendant près de 2 décennies. Pour le détective Tristan Blackwood, la sentence apporta un sentiment aigre-doux d'accomplissement. La justice avait été rendue, mais l'ombre de ce que Christelle Blétry aurait pu devenir planait encore. Il sentit le poids de l'affaire se dissiper, remplacé par une profonde réflexion sur la résilience de la vérité. La persévérance, la foi en la science et l'obstination à ne jamais abandonner un cold case avaient enfin triomphé. Il savait que le cas de Christelle serait un rappel constant que peu importe le temps qui passe, la quête de la vérité est un voyage qui ne doit jamais être abandonné. Quelques mois plus tard, Blackwood visita la tombe de Christelle à Blanzy. Le cimetière, enveloppé dans le silence de la campagne, était un lieu de paix. Il laissa un bouquet de marguerites, les fleurs préférées de Christelle. Là, devant la pierre tombale, il médita sur l'ironie d'une justice qui était arrivée si tard, mais qui, néanmoins, était arrivée. La résolution de l'affaire Christelle Blétry n'a pas seulement rendu justice à une famille en deuil, mais elle est également devenue un témoignage puissant de l'importance de la persévérance et des avancées de la science forensique. Elle a démontré que, même après des années de silence et de classement, la vérité peut émerger et que l'espoir de justice ne doit jamais être abandonné. L'histoire de Christelle Blétry et le combat de sa famille résonnent comme un rappel que, pour certaines victimes, la quête de la vérité est un long voyage, mais qu'avec de la détermination, elle peut aboutir à la condamnation tant attendue et enfin à la paix. Que l'histoire de Christelle serve d'inspiration pour qu'aucun cold case ne soit oublié et que la flamme de l'espoir de justice ne s'éteigne jamais.